que cette élection, ce deuxième tour, c'est la première étape de tout un processus. Oui. Vous vous en doutez, nous vivons dans la politique depuis plusieurs mois maintenant, depuis les primaires de l'automne, et nous avons encore pour quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? La première chose qui va se passer, c'est la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, conseil dont le président est, comme vous le savez, Laurent Fabius, qu'on va voir sur ces images. À partir de ce matin, le Conseil recense officiellement les suffrages qui remontent de chaque bureau de vote. Il examine les éventuelles contestations, puis il proclamera le nouveau président de la République. A priori, ça devrait tomber jeudi, la proclamation donc par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. En 2012, François Hollande, rappelez-vous, avait été élu un 6 mai, proclamé par le Conseil le 10 et passation de pouvoir le 15 avec Nicolas Sarkozy. C'est important parce que le mandat présidentiel est de 5 ans exactement. Donc comme il avait pris les clés de l'Élysée le 15, François Hollande, ça veut dire que la passation de pouvoir cette année doit être au plus tard le 14. D'ailleurs, on sait que ça sera le 14, ça sera ce dimanche. Ils auraient pu convenir avec Emmanuel Macron que ça soit la veille ou l'avant-veille, mais enfin, il y avait une date limite parce que ça ne peut pas être plus de 5 ans après l'entrée en fonction officielle de François Hollande, donc 5 ans jour pour jour après la passation de pouvoir. Alors une fois à l'Élysée, Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre. En général, c'est le lendemain ou le surlendemain, Premier ministre qui lui-même annonce ses ministres, donc le gouvernement. Mais attention, il y a une originalité cette année parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas un président qui a derrière lui un parti politique organisé depuis longtemps, depuis des années. Et donc, est-ce qu'il aura la majorité, vous allez voir des images, la majorité aux législatives, avec les seuls députés En Marche? Si ce n'est pas le cas, il faudra que Emmanuel Macron voie avec un Premier ministre qui fasse un gouvernement de coalition avec un petit peu de députés PS ou LR. Et puis attention, la droite peut aussi l'emporter très largement aux législatives. À ce moment-là, François Baroin, qui a été désigné par LR pour conduire la campagne, pourrait devenir un Premier ministre de cohabitation quasiment obligé pour Emmanuel Macron. On retomberait dans une sorte de cohabitation. Je vous rappelle, la première, c'était en 86, la première cohabitation avec François Mitterrand, qui avait été obligé de prendre comme Premier ministre Jacques Chirac. Et cette cohabitation avait été très tendue. La majorité de droite avait fait une vraie politique de droite. Le président perd quasiment tout pouvoir en politique intérieure s'il y a cohabitation. C'est vraiment Jacques Chirac qui avait déterminé la politique de la France entre 86 et 88 avec des ministres tout à fait de droite, Édouard Balladur, ou par exemple, Édouard Balladur était à l'économie, ou par exemple Charles Pasqua à l'intérieur. Donc cette année, vraiment, le Premier ministre qui va être nommé jusqu'aux législatives, restera-t-il en place? Tout va dépendre des législatives et du nombre de députés LR, PS, Mélenchonistes, En Marche, que les législatives nous donneront. Merci, à tout à l'heure. Je suis cette émission spéciale et nous irons tout de suite à Berlin. Le voilà, Amaury. Alors, Amaury, bonjour, rebonjour. Ce matin, l'Allemagne a toutes les raisons de se réjouir, je suppose, non ? Ah oui, parce que ce nouveau président français répond à toutes les attentes, tous les espoirs de Berlin. Un président pro-européen qui se dit prêt à mener des réformes structurelles. Et Dieu sait que c'est un point important pour les Allemands. Voilà pourquoi le soulagement était hier très grand. Et Angela Merkel a pu le dire directement à Emmanuel Macron. Elle s'est entretenue au téléphone avec lui. C'était le premier chef d'État et de gouvernement à passer ce coup de fil. Elle l'a félicité. Elle a aussi souligné que ce choix des électeurs français était, je cite, une profession de foi pro-Europe. Alors, aux yeux de Berlin, l'essentiel est sauf ce matin. La construction européenne, la relation franco-allemande, la catastrophe tant redoutée par les Allemands a été évitée. Et ça va changer quelque chose dans la relation entre les deux pays ou pas ? Ah oui, ça c'est certain, parce que l'Allemagne a eu peur pendant cette élection et avant ce second tour. L'extrême droite était aux portes du pouvoir et la question qui se pose désormais ici en Allemagne, c'est de savoir comment éviter que cela ne se reproduise. Et il y a un débat qui est en train de naître, d'apparaître dans la classe politique, notamment sur l'attitude que doit avoir l'Allemagne vis-à-vis de la France. Berlin a souvent été accusé d'être trop rigide, d'arc-bouter sur certains principes comme l'orthodoxie budgétaire, d'être un peu égoïste, de ne penser qu'à ses intérêts. Certains plaident pour que cela change et que Berlin tende la main à la France et à son nouveau président. C'est en substance ce qu'a dit hier le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, en disant « Si Emmanuel Macron échoue, c'est Marine Le Pen qui est élue dans 5 ans et c'est l'Europe qui disparaîtra. » Alors est-ce que Angela Merkel est maintenant prête à faire des concessions sur des points importants comme la gouvernance de la zone euro, la relance par l'investissement? On devrait savoir assez vite parce que Emmanuel Macron devrait réserver son premier déplacement à l'étranger à la chancelière et venir ici à Berlin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette élection française a changé beaucoup de choses dans cette relation entre la France et l'Allemagne. Merci Amaury, à tout à l'heure. Le début de cette émission.
émission à la victoire d'Emmanuel Macron. Nous allons bien sûr revenir là-dessus. Mais d'abord, on s'intéresse aux perdants, ou plus exactement à la perdante. Alors c'est un score, elle le disait elle, qu'elle n'a jamais atteint. Ah oui. Donc ça c'est plutôt bien. Oui, c'est très bien. Mais il y a quand même un petit parfum de défaite. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle s'attendait à beaucoup plus. Les instituts de sondage, il y a encore quelques semaines, promettaient beaucoup plus pour un second tour. On pensait peut-être plus de 40, 41, 42, 43. Et à ce moment-là, la victoire pour 2022 paraissait vraiment à portée de main. Oui. Là, on voit bien qu'il y a toujours le plafond de verre, quoi. Elle n'arrive pas à dépasser. Et aujourd'hui, au Front National, c'est la soupe à la grimace. Parce que si vous regardez bien, bon, il y a des tas de villes moyennes où le Front National est encore majoritaire, Cavaillon, Denain, Menton, etc. Oui, mais en même temps, dans des fiefs comme le Var, il n'est même pas majoritaire. Donc, on voit très bien que l'histoire de Dupont-Aignan, par exemple, qui était accueilli comme le premier pas, la première fois qu'il pouvait faire alliance avec quelqu'un de l'extérieur, Dupont-Aignan n'a pas rapporté de voix. Hein. Ça, je crois que c'est une des grandes leçons du scrutin. C'est-à-dire qu'en fait, Marine Le Pen paye un programme économique totalement foutraque. On a l'impression qu'il a été écrit par Poutou, Artaud, et peut-être aussi que Mélenchon aurait mis sa main dessus. Mais c'est un programme économique qui ne peut pas fonctionner. Et d'autre part aussi, un projet européen qui est absurde. C'est-à-dire, d'ailleurs, l'Europe s'en sort très très bien dans cette élection. C'est-à-dire, elle avait un projet anti-européen, sorti de l'euro, etc., qu'elle était en train de rafistoler au dernier moment. Et je crois d'ailleurs, ça explique aussi son attitude pendant le débat. Oui. Le débat, elle essayait d'éviter de discuter de son propre programme parce qu'elle sait qu'il valait pas un clou. Il valait pas un clou. Donc elle était dans l'évitement total. Et c'est pour ça qu'elle a adopté cette stratégie contre Macron. De l'agressivité à tout prix. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au Front National ? Elle l'a dit un tout petit peu hier. Elle a dit va falloir restructurer tout ça. C'est sûr qu'elle va changer le nom. Il y a peut-être des têtes qui vont tomber. Je trouve que Florian Philippot a peut-être une bonne tête de bouc émissaire. Mais enfin, il est malin. Il peut s'en sortir quand même. Oui, mais enfin, c'était son bras droit. C'est pas facile de se couper un bras droit. Oui. Puis en plus, il a fait le job, comme on dit. Ouais. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est l'explication de gravure en prévision avec sa nièce. C'est-à-dire, on a vu hier l'événement, c'était quoi ? Marion Maréchal Le Pen, elle a dit depuis Carpentras, oh, je suis là. Et puis elle a fait elle a ouvert les hostilités avec des critiques comme ça, un petit sourire. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? C'est partager le pouvoir avec sa tante ? Non, prendre le pouvoir à un moment donné. C'est-à-dire, elle se place, elle se positionne. Elle se positionne. Pas maintenant, c'est vrai qu'elle est très jeune, mais enfin, au point où on en est, elle a 50 pourquoi ans, pas ? Bah oui, on a président de la République de 39 ans, on peut avoir un leader du Front National plus jeune. Mais enfin, en tout cas, c'est clair qu'elle est partie pour une bataille. Hein, et entre la nièce et la tante, ça va pas être triste. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci, François-Olivier. Sur les réseaux sociaux, maintenant, avec Laura Duhem, on va voir si on peut trouver les résultats, mais ville par ville. C'est possible, ça, oui ? Oui, c'est possible. Déjà. Grâce à notre site france-tv-info.fr, il suffit de rentrer le nom de votre ville et automatiquement, vous avez les résultats qui s'affichent. Vous avez également toutes les cartes animées en images. Et si vous voulez connaître le ressenti des personnalités étrangères, William, il faut aller sur le site BuzzFeed. Et là, on voit que Cher a tout de suite réagi. C'est important, oui. Mais c'est important aussi, les personnalités américaines qui, pour une fois, ne se sont pas réjouies. Jay-Z, Kim Kardashian, non ? Non, Katy Perry, oui, Kim Kardashian. Oui. Et on a même Madonna, qui a fait danser ses enfants ses enfants et les amis de ses enfants dans la cuisine en mettant « Vive la France ». Oh, vive la France. Et en dessous, elle les fait bouger, on l'entend en voix off. Elle dit « Vive la France », elle est tellement heureuse. Ils sont heureux de se réjouir pour nous. Ce n'était pas le cas quand c'était Trump, donc ils se rattrapent avec nous. Merci, voilà. À tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux avec Laura Duhem, maintenant on commentait chaque moment de ce qui s'est passé au Louvre, bien sûr, non ? Exactement, et notamment les petits détails, William. Alors ? Regardez la photo de famille. Derrière cette photo, derrière Emmanuel Macron, il y a un jeune homme avec une barbe et une casquette. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il a intrigué tous les internautes et on n'a pas arrêté de poser la question. Regardez, c'est qui ce mec avec la casquette ? C'est qui ? C'est qui ? Alors finalement, avec Internet, on a toujours la réponse à tout. Il s'appelle Morgan Simon. C'est son heure de gloire. Il était militant à Nantes et bénévole. Et au moment où il fallait monter sur scène, on cherchait des personnes pour venir chanter la Marseillaise avec Emmanuel Macron. Donc il s'est trouvé là un peu par hasard. Il est monté sur scène. Et voilà, c'était maintenant... il est connu au moins de la France entière. Et juste...
parmi aussi les personnalités anonymes qui se sont fait remarquer, lors du premier tour, il y avait une danseuse, on l'avait repérée, elle dansait toute seule avec une affiche d'Emmanuel Macron. Et la revoilà. Ah bon? Tout aussi déchaînée, voilà. Ah, elle a un peu amélioré sa chorégraphie, pas mal. Donc, elle a un peu amélioré, en tout cas. Ah oui, c'est bien. Vous savez, voilà, on l'avait vue comme ça, elle était au Louvre. Je ne sais pas s'il va la prendre pour gérer toute la partie danse d'un ministère. Écoutez, mais voilà. vous savez ce qu'il faudrait savoir? Il faudrait savoir si c'est une danseuse professionnelle ou pas. Alors, je crois que c'est une danseuse. Elle est plutôt amatrice et elle travaille dans la communication. Donc, c'est pas son métier. C'est son hobby. D'accord. J'ai son nom, on peut l'inviter ici, d'ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui? Non, on se retrouve dans une demi-heure. Ah bon, d'accord. Avec des choses encore plus croustillantes. Oui, encore ce matin, sur les réseaux sociaux, ça a chauffé. Et Laura du web n'en a pas perdu une miette. Alors, il y a de nombreuses personnalités, on a commencé tout à l'heure et on continue, qui ont réagi sur de nombreux réseaux sociaux. Allons-y. Oui, des personnalités françaises et étrangères, politiques et plus people. Donc, on commence avec du sérieux. Hillary Clinton a dit « Victoire pour Macron, pour la France, pour l'Europe et pour le monde ». Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a même fait toute une déclaration qu'il demande aux internautes de télécharger pour exprimer sa satisfaction. Donald Trump a réagi assez rapidement à 21h22 hier en disant qu'il avait hâte de travailler avec lui. Et ensuite, côté people, on a eu Johnny Hallyday qui a posté le moment où il est parti voter avec En Marche pour aller voter. Et Franck Dubosc a exprimé sa joie. Je vais vous montrer sur Instagram en disant « Chérie, tu restes !» Donc il dit à sa femme qu'elle peut rester puisqu'elle est libanaise. Donc c'est pour ça qu'il... Joe Star également salue justement le départ enfin de Marine Le Pen en espérant qu'il ne la reverra pas. Sandrine Kiberlin, passion Macron avec une coupe de champagne. Cyril Lignac, ma France, elle a des valeurs, elle a du courage, elle est fière et elle est belle. Mika également, et même la Fédération française de foot, William, a ressorti la licence de notre président. 2006-2007, il jouait arrière-gauche dans l'équipe de l'ENA. Et c'est un supporter de Marseille, donc il a été doublement content hier, puisque Marseille a battu Nice 2-1. École nationale d'administration, oui, l'ENA, effectivement. Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Ils ont eu le temps de tout mettre? Oui, bien sûr. Il y a des jours où la une ne se discute pas, elle s'impose. Et c'est le cas en ce 8 mai 2017 où Emmanuel Macron devient le 8e président de la 5e République, le plus jeune aussi, 39 ans. Alors cela vaut bien un grand chelem avec les unes de la presse quotidienne régionale et cela vaut même un double grand chelem puisqu'à la une de la presse quotidienne nationale, même topo, Macron est partout, y compris à la une de l'équipe qui trouve toujours le moyen de faire un clin d'œil à l'actu politique quand elle s'emballe. Là, c'est plus clair pour le coup. Là. Là, ça va. C'est la presse régionale. Et si on revient au ban titre précédent à la presse nationale, eh bien, vous verrez que même l'équipe fait un clin d'œil à l'actualité politique, puisqu'il a suffi que Marseille batte Nice 2-1 en foot pour que le quotidien sportif titre « L'OM, ça marche », allusion au mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et puis, mention spéciale à Libération qui, une fois étant coutume, eh bien, se distingue par son originalité avec cette une recto-verso, Macron de face, bien joué, ça c'est le recto, Le Pen de dos, bien fait, ça c'est le verso. Alors vous l'avez peut-être entreaperçu avec le mur de une que je vous ai proposé, on sent poindre une forme d'admiration pour le nouveau président, pas forcément pour ce qu'il est, mais sans aucun doute pour ce qu'il a réalisé. Il l'a fait, titre La Provence. La France a marché, s'amuse l'Union, 39 ans et président, s'étonne le Parisien. Cependant, dans l'opinion, eh bien, Nicolas Bétou applaudit l'artiste. Pas de parti politique, pas de majorité, pas de baron ni d'éléphant, aucun rouage institutionnel, pas de relais locaux, pas d'appui historique, pas d'expérience, mais une image ainsi qu'une capacité à forcer le destin et à saisir sa chance, comme rarement on l'a vu. Son premier défi sera donc de profiter de cet élan acquis dans les urnes pour se construire de vraies fondations parlementaires et se doter d'une base partisane solide, écrit le patron de l'opinion, suggérant que le boulot ne fait que commencer pour celui qui a déjà fait beaucoup, si l'on en croit le dessin de CAC. Regardez-moi ça, Le Pen, Fillon, Valls, Hollande, Mélenchon et consorts, ils sont tous au tapis, tous KO, mais tous en phase de résurrection.
Parce que vous le savez, en politique, on ne meurt jamais. Et les adversaires de Macron sont d'autant plus vivants qu'ils savent qu'il est à la fois très bien et très mal élu, pour reprendre la formule de Guillaume Goubert dans La Croix. Très bien, car 65% c'est royal. Très mal, parce qu'avec 12 millions d'abstentions et plus de 4 millions de votes blancs ou nuls, eh bien, on bat des records et pas des meilleurs. D'où l'esprit de conquête de l'humanité, dès ce lundi matin, qui pense déjà aux législatives. Macron est faible, suffisamment pour qu'on lui mette des bâtons dans les roues, se justifie Patrick Appelmüller dans son édito. Même chose du côté du Figaro, qui, sous la plume d'Alexis Brézé, veut croire que la droite classique peut imposer une cohabitation au président fraîchement élu. Après des semaines de descente aux enfers, l'étau se dessert. La droite a perdu l'élection présidentielle, mais ses idées, pas plus que ses électeurs, n'ont disparu, écrit l'éditorialiste. Au fond, s'il fallait résumer la situation, on pourrait, William, se contenter de cette photo. Regardez, vous la trouverez dans le Figaro, elle est signée Christophe Hénat pour l'AFP. Ah, oui. Le tracé de l'ombre portée dit beaucoup de choses sur l'échelle de rapport entre la jeunesse du président et la charge de la fonction, sur l'écrasante attente d'un pays fracturé aussi, et sur ce qui guette le nouveau président dans l'immédiat, à savoir l'envie, le besoin de revanche de ses adversaires. Il n'y aura pas d'état de grâce. Le match à 4, pour ne pas dire le catch à 4, reprend dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, nous faisons le tour depuis le début de cette émission de nos correspondants à l'étranger, la direction Londres avec Loïc de la Mornay. Alors, comment est perçue l'élection donc d'Emmanuel Macron là-bas? On a vu avec Berlin, euphorique, très content, mais à Londres, officiellement, qu'en pensent les Britanniques? Bonjour Loïc. Bonjour William, écoutez, en tout cas officiellement, Theresa May a appelé hier soir Emmanuel Macron. Ils se sont parlé, elle lui a adressé ses plus chaleureuses félicitations. On peut penser que ces félicitations sont sincères, car je vous rappelle que durant la campagne ici, par exemple, le 10 Downing Street avait dit qu'il refuserait de recevoir Marine Le Pen, alors qu'évidemment Emmanuel Macron avait été reçu ici à Londres. Ça s'était très bien passé, mais à la sortie de l'entretien, Emmanuel Macron s'était exprimé sur le perron du 10 Downing Street, et ça peut donner lieu à quelques inquiétudes pour Theresa May, parce qu'il avait dit que, évidemment, le Royaume-Uni resterait un pays partenaire, un pays ami, mais que sa priorité à lui, s'il devenait président, et c'est donc le cas, ce serait avant tout la défense des intérêts de l'Union européenne. Autrement dit, il ne ferait aucun cadeau au Royaume-Uni lors des négociations sur le Brexit, et ça a déjà donné quelques sueurs froides au gouvernement britannique. Alors, d'une manière générale, les Britanniques avaient énormément suivi la campagne présidentielle française. Pourquoi ? Parce qu'ils se passionnaient pour la progression de Marine Le Pen, et beaucoup d'entre eux souhaitaient la voir accéder à l'Élysée. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Britanniques ont voté pour le Brexit, et ils espéraient que la France, quelque part, finirait le travail, finirait le boulot que eux avaient commencé pour déconstruire l'Europe. Alors, ce matin, on sait qu'il y a beaucoup d'amertume chez bon nombre de Britanniques, notamment dans la presse britannique tabloïde, qui était très europhobe. Et effectivement, ils auraient préféré que Marine Le Pen soit à l'Élysée. Ils auraient eu l'impression d'avoir un allié, alors que là, ils ont l'impression que l'Europe s'unit contre eux. C'est déjà ce qu'ils ont dit la semaine dernière, quand ils voyaient qu'il y a une surprenante unité européenne, en tout cas, contre le Royaume-Uni, en tout cas pour une fermeté dans les négociations. Emmanuel Macron va certainement la renforcer. Pendant que vous êtes là, profitons-en. Il y a beaucoup de Français qui vivent à Londres. Vous savez déjà comment ils ont voté ? Il m'entend pas? Je recommence ou il y a peu de chances qu'il m'entende? Loïc, ah non, il a un problème, on l'a perdu là. C'est probablement ce qu'il a dans sa poche. Vous m'avez basculé sur autre chose ou pas? Oui, autre chose. Je reviens. Le temps qu'on rebranche Et Caroline Roux reçoit ce matin Ségolène Royal. Oui, la ministre a toujours dit son intérêt pour la démarche d'Emmanuel Macron. Le voici à l'Élysée, alors qu'aujourd'hui, 2 présidents vont se retrouver sur les Champs-Élysées pour le 8 mai. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. La France s'est choisi un président de 39 ans et demi qui a dynamité le système politique français. Est-ce que la France se réveille plus audacieuse, plus fringante ce matin ? Je le pense. D'ailleurs, c'est aussi un événement international. On vient de le voir dans les reportages que vous venez de faire un peu dans le monde entier.
Et finalement, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'inquiétude d'avoir un enchaînement, au fond, de dominos qui tombent. C'est-à-dire qu'il y a eu l'élection de Trump, il y a eu le Brexit. Avant, il y avait eu le référendum raté de Matteo Renzi. Et là, on pensait qu'il y avait peut-être un risque de vote populiste qui allait enchaîner ces événements qui sont quand même très négatifs. Et ça n'est pas le cas. Donc on peut dire aussi que l'élection d'Emmanuel Macron, ça a stoppé, au fond, cette dégradation de l'ambiance et de la vie politique. Et c'est ça, je crois, qu'il faut reconnaître. C'est aussi un événement national, bien évidemment. Puis aussi, c'est aussi un événement local. Parce que, comme vous le dites, il y a une restructuration de la vie politique française. Le message qui a été entendu, c'est un message que les Français attendent. Ils en ont assez des oppositions trop violentes entre des camps prédéterminés. Ils en ont assez du sectarisme. Et au fond, cette recomposition politique, elle est également réussie. Je voudrais aussi également rendre hommage quand même aux leaders de la droite qui, sans hésiter, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Non pas forcément pour adhérer à sa vision politique des choses, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Donc ça, c'est la version optimiste, c'est-à-dire tout ce qui s'est bien passé dans cette élection. On va rappeler 11 millions de voix pour le Front National, un des plus hauts scores, le plus haut score du Front National. 18 millions de votes blancs plus abstention. Jean-Christophe Gambadélis disait hier, c'est un résultat déroutant et inquiétant. Nul ne peut s'en satisfaire. Bien sûr que c'est une vraie question, parce qu'il y a en politique, il y a soit les votes d'adhésion, soit les votes de barrage, à ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, il faut transformer maintenant cette victoire présidentielle en majorité parlementaire pour pouvoir diriger, pour pouvoir faire les réformes nécessaires en cohérence, et en rapidité et en efficacité. Donc ça se joue maintenant. Aucune élection n'est gagnée à l'avance. Donc là, il y a quoi ? Il y a 5 semaines. C'est extrêmement court. Donc cette restructuration politique, est-ce qu'elle va se transformer en majorité parlementaire ? Il faut le souhaiter. Ça, on va en parler. Mais par rapport au résultat de ce vote-là, est-ce que vous diriez pour Emmanuel Macron, le plus dur commence aujourd'hui, rassembler ce pays qui s'est montré, on disait lors des résultats du premier tour, que c'était un pays fracturé. Il y a de la colère et elle s'est exprimée avec ce dégagisme théorisé par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que sa priorité, à votre avis aujourd'hui, c'est de rassembler le pays ou au contraire de surfer sur cet élan ? Je crois que la priorité, c'est que la France saisisse toutes ses chances et recrée des activités, des emplois, de l'optimisme, de la volonté. C'est ça ce dont la France est capable. Et c'est ça aussi qu'Emmanuel Macron incarne. D'abord parce qu'il est extrêmement jeune. C'est vrai qu'un président de moins de 40 ans, c'est quand même un signe formidable de confiance dans la nouvelle génération. Il y a un changement de génération. Et puis, il incarne aussi l'entreprise, il incarne la créativité, l'innovation. Donc c'est ça aussi son atout. Alors, est-ce qu'autour de cela, bien évidemment, les électeurs qui se sont abstenus, qui ont voté blanc, qui ont voté l'extrême droite, cette colère qui existe, qu'il ne faut pas ignorer, mais il ne faut pas non plus résumer toute la France dans la colère. Ça n'est pas exact. Je crois qu'il y a aussi une France qui a confiance, qui va de l'avant, qui comprend la mondialisation. Mais il y a une France... Il y a les deux. Il y a une France défavorisée, qui a peur de la mondialisation, qui a peur de l'immigration, qui a peur du déclassement, qui a peur de la solitude, qui a peur de la perte d'identité. On voit en particulier le vote très clair dans certaines régions rurales qui ont le sentiment d'être éloignées de tout. Et ces régions rurales, il faut qu'elles accèdent. Moi, je les vois dans la transition énergétique et numérique. Elles ont le droit aussi d'accéder au meilleur de ce qui fait la modernité. Et en même temps, cette modernité doit s'accompagner d'une structuration forte sur les valeurs et les racines et l'histoire de la France. Il a un petit message ce matin dans le Parisien, Emmanuel Macron, de Jean-Claude Mailly. Ils n'auront pas attendu trop longtemps, les partenaires sociaux, pour se faire entendre, et qui lui dit je ne veux pas d'ordonnance sur les questions sociales, avec notamment la réforme prévue de la loi travail, du Code du travail. Un rassemblement syndical qui est prévu aujourd'hui à 14h. Est-ce qu'il va devoir arrondir les angles, Emmanuel Macron ? Quel conseil vous lui donneriez après avoir quand même été vous-même au plus près du pouvoir pendant 5 ans ? On a vu que c'était violent, que c'était dur de réformer le pays. C'est plus un constat qu'un conseil. Le constat, c'est que la France a été bien secouée par la question de la réforme du Code du travail. Il y a eu le 49.3 qui a été quand même un traumatisme dans le pays. Et ce qui est clair, c'est que la méthode compte autant que le fond.
et ce que les Français ont voulu aussi exprimer, puis ça correspond aussi à l'exigence de l'époque. C'est le besoin de comprendre, c'est le besoin de démocratie, c'est la démocratie participative, c'est de participer et de décider les décisions qui vous concernent et pas de se les faire imposer brutalement. Je pense aussi qu'une des raisons du vote élevé du Front National, c'est que la France a été très brutalisée, notamment dans les réformes institutionnelles. Et je le vois dans le vote dans le milieu rural, dans les régions aussi qui sont près des frontières, parce que quand on fait à la fois la fusion des régions, la fusion des cantons, la fusion des communes, et ça de façon assez brutale. Alors il faut y aller tranquillement. Voilà je pense que là, on a besoin d'apaisement et de sérénité. Est-ce que le pays doit lui donner une majorité de changement? C'est ce qu'il a réclamé hier, Emmanuel Macron. Il y a certains... Bien sûr, oui. bien sûr. C'est la logique des institutions. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Un président de la République élu doit pouvoir s'appuyer sur une majorité parlementaire. Alors elle va être nouvelle. Elle va être recomposée, cette majorité parlementaire, par rapport justement à la fin des clivages droite-gauche et à l'écroulement des vieux appareils politiques, des partis politiques qui n'ont pas su se reconstituer, se rénover, etc. Il ne faut pas chercher à sauver les députés socialistes? Il faut des députés en marche? Je pense que c'est bien plus profond qu'une question d'étiquette politique. Il faut des députés qui soutiennent et qui ont envie que le nouveau président de la République réussisse. Ce sont des choses aussi fermes et aussi simples que cela. Et qu'il n'y ait pas déjà des préparations, des futures échéances ou des structurations des oppositions à l'Assemblée nationale. On a souffert des frondeurs. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs sur tous les plans. C'est-à-dire là aussi, je pense que s'il y a eu des frondeurs, c'est parce qu'il y a eu aussi un déficit de dialogue entre le chef du gouvernement de l'époque et sa majorité parlementaire. Donc il y a à la fois la démocratie locale, territoriale, l'appui sur les élus locaux et en même temps l'appui sur une majorité parlementaire qui doit être structurée, cohérente, engageante, dynamique. Est-ce que vous souhaitez l'aider, Emmanuel Macron, optimiste à votre place, dans votre rôle, qui ne sera, peut-être que vous allez nous en dire plus ce matin, mais est-ce que vous souhaitez l'aider à réussir ce que vous aviez d'ailleurs un peu entrepris aussi dans cette volonté de renouvellement en 2007? Et comment vous pourriez l'aider, Ségolène Royal? Écoutez, d'abord, je pense que le moment n'est pas venu de répondre à des questions personnelles, mais la réponse de fond à la question que vous posez, c'est que, bien évidemment, on a échappé à l'extrême droite, on a échappé à la droite dure. Là, on a la chance quand même d'avoir un président de la République républicain, offensif, dynamique, qui renouvelle la politique française. Et je crois que tous ceux qui sont attachés à la réussite de la France, à la projection de la France vers un futur qui soit meilleur pour tous, ont envie que ça marche, bien sûr. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Avant la météo et le journal, direction Bruxelles. Retrouvez notre correspondant permanent Valérie Lerouge, que vous apercevez là. Ils ont poussé un ouf de soulagement, je suppose, à Bruxelles, non ? Oui, ils sont soulagés, ils sont même requinqués, on dirait, ce matin, car ça ne nous a pas échappé. Emmanuel Macron était, des 11 candidats du début, le plus europhile, le plus pro-européen, celui qui faisait brandir des drapeaux étoilés dans ses meetings, celui qui, hier soir, est donc arrivé sur l'air de l'hymne à la joie, l'hymne officiel européen au Louvre, avant son discours, tout un symbole. Alors ça n'a pas échappé non plus à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, dès 20h15, hier soir, a publié cette lettre signée de sa main dans laquelle il félicite les Français de s'être choisi un avenir européen. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait dans ce scrutin. Plus d'Europe avec Emmanuel Macron ou en sortir probablement avec Marine Le Pen. Donc il y a du soulagement bien sûr. Et en lisant les déclarations des eurodéputés, des hauts fonctionnaires, des dirigeants, on voit aussi qu'il y a la tentation non pas de récupérer, mais de traduire ce score élevé d'Emmanuel Macron comme un plébiscite pour l'Union européenne. Alors on sait que c'est un petit peu plus compliqué que cela, mais Bruxelles cherchait des signaux, 10 mois après le Brexit, auxquels se raccrocher pour relancer un peu la machine. Et visiblement, la victoire d'Emmanuel Macron en est un. Bon, juste un petit mot, nos voisins belges, ils sont plutôt contents. Qu'est-ce que disent les journaux de Bruxelles ce matin ? Ils en parlent beaucoup parce qu'ils se sont vraiment passionnés pour cette campagne. Encore samedi, en écoutant une radio belge, j'ai vérifié, je me croyais sur une radio française, tellement on réentendait des extraits du débat, on ne parlait que de la campagne. Donc évidemment, ce matin, c'est à la une de tous les journaux. La Capitale qui titre « Révolution Macron », pas moins. Le journal L'ADH, « La France à nouveau en marche ». Le soir, un titre un peu plus analytique ou modéré. Pour Macron,
tout commence. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils vont continuer à suivre ce président qu'ils ont découvert aussi, comme pas mal de Français, ces dernières années, ces derniers mois. Merci Valérie. À tout à l'heure. Les 4 vérités. Ce matin, Caroline Roux reçoit Jean-Pierre Raffarin. Oui, il a été l'un des tout premiers à dire tout le bien qu'il pensait de la démarche d'Emmanuel Macron. Mais à partir d'aujourd'hui, la droite va tenter de sauver sa peau aux législatives. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Président de la République à 39 ans et demi, vous dites quoi ce matin? Bien joué? C'était pas tant, au sens premier du mot. C'était pas prévisible. C'était finalement une aventure qui, pour le moment, semble bien engagée pour Emmanuel Macron. Et pour les Français, je crois, aujourd'hui, c'est un cap très important. Les Européens ont été touchés hier d'entendre l'hymne à la joie, dans une campagne qui avait été si peu européenne, de voir que l'Europe revenait au cœur un peu de notre message, c'était très important. Je pense que la question maintenant, c'est que la France n'a pas intérêt à l'échec de M. Macron. Est-ce que c'est une victoire par défaut, on va le dire comme ça, parce qu'il y a une partie de l'électorat qui s'est mobilisée contre le Front National, ou est-ce que vous avez senti de l'adhésion pour le projet, pour la personne d'Emmanuel Macron? Il ne faut pas jouer les grincheux. 2 Français sur 3, c'est un score très important. Il est évident que beaucoup de gens de droite et de centre ont voté pour barrer la route à Marine Le Pen. Donc ce n'est pas un vote que d'adhésion, mais il y a aussi naturellement de l'adhésion. Ce qui est quand même très important, c'est que le Front républicain, qu'on disait mort, existe, et qu'on a rejeté les extrêmes dans cette aventure. Et au fond, maintenant, la question est très claire. Qui profiterait d'un échec d'Emmanuel Macron? Les extrêmes. Mélenchon, Le Pen. Donc la France n'a pas intérêt à l'échec. Et donc ça veut dire que la droite doit l'aider à réussir, si on va au bout de votre logique. Ça veut dire que je pense qu'il faudra en effet aider la France à réussir. Et pour ça, la droite et le centre doivent avoir des députés, doivent pouvoir compter, doivent pouvoir peser, soutenir les politiques qui vont dans le bon sens, la construction européenne, la politique de l'offre, la politique des entreprises pour l'emploi, ça c'est bon, il faut soutenir. Et puis il faudra discuter la CSG, il faudra discuter un certain nombre de sujets, quelques visions historiques aussi. On n'a pas apprécié les mots sur l'Algérie. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra lui dire notre pensée, mais je pense que la France n'a pas intérêt à échouer. Ça veut dire que, c'est pas ce qu'on a entendu dans la voix de certains de vos camarades des Républicains qui disent il faut une cohabitation, il faut que la droite prenne la majorité, alors qu'Emmanuel Macron dit je demande aux Français une majorité de changement, une vraie majorité. Comment est-ce que vous arbitrez? Moi je pense qu'il faut que les Républicains, la droite et le centre, s'engagent pour le changement. Mais c'est l'objet de notre projet. Avec Emmanuel Macron? Et donc, il est président. La fonction présidentielle, elle est clairement définie dans les institutions. Le gouvernement, il est issu à partir d'une majorité au Parlement. Et donc plus il y aura de gens responsables de droite et du centre dans la majorité, ce sera positif pour la France. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un grand nombre de députés LR aux prochaines élections législatives. Donc moi j'ai voté Macron LR ou en au marche? présidentiel. Je ne suis pas. Moi, c'est très clair. LR, il faut pouvoir peser. Il faut libérer Emmanuel Macron des fortes pressions socialistes qui vont peser sur lui. Et donc il faut le libérer de cette situation. Et donc il faut des gens modérés, de droite et du centre, qui veulent une rupture avec la politique passée et qui ont besoin qu'on choisisse des priorités comme l'emploi, comme la sécurité, comme l'Europe. On est, je crois, tout à fait en situation de compatibilité avec Emmanuel Macron. Mais on a des valeurs. J'avais même dit au début de la primaire que je pensais qu'Emmanuel Macron aurait pu être un Premier ministre d'Alain Juppé si Alain Juppé avait gagné. Donc la compatibilité, elle est là. Mais il y a un certain nombre de sujets. On n'est pas favorable à l'augmentation de la CSG. Donc il faut des députés qui puissent protéger les Français d'un certain nombre de choses de cette nature. Libérer Macron des socialistes. Bruno Le Maire dit « Je veux travailler dans une majorité de gouvernement autour du nouveau président de la République. L'heure est trop grave pour le sectarisme. » Ça vous va, ça, comme position? Moi, d'abord, je ne veux pas faire de procès aux gens. Et donc, je ne suis pas pour qu'on sanctionne ceux qui ont envie de travailler avec Emmanuel Macron. Donc, Bruno Le Maire fait ce qu'il veut. Il est responsable dans la vie politique. Chacun assume ses responsabilités. Et je ne suis pas pour les procès politiques. Donc,
que Bruno Le Maire dise et fasse ce qu'il a sur le cœur. Non, mais parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui lui répond en disant pour l'heure, pour la droite, l'heure n'est pas à la compromission. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer? C'est un mot maladroit. Au lendemain d'une victoire comme celle d'Emmanuel Macron, on se dit, est-ce que la refondation du parti LR n'est pas indispensable? La refondation est indispensable après les élections législatives. Il est clair que sera posée la question, est-ce que nous serons dans une majorité de cohabitation? Est-ce que nous serons dans une opposition? Et dans ce cas-là, dans quelle opposition? Une opposition systématique, automatique, ou une opposition positive, constructive? Je pense qu'il faut un parlementarisme constructif. Notre ligne de conduite, ce n'est pas le parti, c'est la France. Est-ce que la France doit échouer? Non, la France ne peut pas échouer. Donc il faut, tout en étant solide sur ses convictions, la droite et le centre, c'est nos convictions. Il faut être solide sur nos convictions. Mais on ne peut pas jouer une opposition automatique, systématique, pour faire échouer Macron. Le problème, c'est la réussite de la France. S'il veut rassembler le pays, doit-il nommer un Premier ministre de droite, Jean-Pierre Raffarin? C'est très curieux, effectivement. Il va se présenter sur les Champs-Élysées aujourd'hui aux côtés du président de la République, François Hollande. On ne sait toujours pas qui pourrait être son Premier ministre, Emmanuel Macron. C'est le côté un peu aventurieux de la situation. On a une élection présidentielle, on célèbre le nouveau président élu, et on ne sait pas si le Premier ministre sera de gauche ou de droite. Donc on est dans une situation un peu d'aventure. L'aventure, elle peut être belle, il y a de belles aventures, mais il y a aussi des risques, évidemment. Donc là, je ne sais pas quelle sera la ligne qu'il va tracer, et le Premier ministre va être celui qui sera le chef de la majorité, ou celle qui devra conduire cette majorité. Donc là, le choix qu'il va faire va être un choix significatif. S'il choisit un Premier ministre de droite, est-ce que cela aura une incidence sur la façon dont le parti LR doit aborder ses législatives? Je pense que s'il choisit un Premier ministre de droite, cela accélérera la nécessaire refondation politique du pays. Je pense qu'en tout état de cause, nous aurons une nouvelle organisation à penser au lendemain des élections législatives. Pour les élections législatives, il faut être sur ses convictions et donc soutenir les candidats républicains. 39 ans et demi, l'âge du président de la République. Renouvellement ou expérience pour son équipe gouvernementale? Vous qui avez exercé les responsabilités, vous savez à quel point on est confronté à des situations rudes parfois. Il est sur le point de composer son équipe gouvernementale. Renouvellement ou expérience? Si vous aviez un conseil à lui donner, allez. Le Chinois que je suis dirait les deux, yin et yang. Il a besoin de renouvellement, il a besoin de têtes nouvelles, les Français le veulent, il faut donner les têtes nouvelles. Mais je pense que sur certains postes clés, il est important d'avoir des gens qui aient l'expérience, par exemple, des relations internationales, par exemple, de l'action parlementaire. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y aura besoin de gens d'expérience. Mais c'est à lui de voir. Ce que je constate, c'est que pour quelqu'un de très jeune, il apprend très vite. On vous l'aiderait à réussir? Moi, je suis pour que la France réussisse. Il est élu président et maintenant, il faut aider que la France réussisse. Mais pour ça, il faut un vrai changement. Il faut vraiment une politique de l'emploi. Il faut faire autre chose que ce que les socialistes ont fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin. C'est à vous, William. Merci.